examens, vous, si vous faites des questions de pédiatrie, que ce soit à l'examen classant ou que ce soit lors de vos partiels, si vous ne parlez pas du poids et de la taille, vous êtes à côté de la plaque en pédiatrie. Le poids, la taille, absolument indispensable, et même le périmètre crânien. On passe son temps, nous les pédiatres, à mesurer si l'enfant grandit et grossit bien. Et s'il grandit et grossit bien, globalement, c'est qu'il va bien. S'il grandit pas très bien ou qu'il grossit pas très bien, c'est qu'il peut ne pas aller très bien. On palpe l'abdomen parce que l'abdomen d'un enfant est extrêmement facile à palper, dépressif. Chez un adulte, c'est plus compliqué. Et s'il y a des matières fécales, on les sent très bien. Vous mettez votre main sur la fosse iliaque gauche et vous essayez de sentir si vous avez des petites masses dures à cet endroit-là. Et vous sentez très bien s'il y a des matières fécales, que vous avez un fécalome qui n'est pas encore sorti. On fait un examen neurologique, naturellement, pour vérifier qu'il n'y ait pas d'anomalie de type neuropathie ou choses comme ça. Et on fait un examen proctologique, c'est-à-dire qu'on regarde l'anus. Alors, le toucher rectal n'est pas indispensable de mon point de vue. Le toucher rectal, autrefois, on le faisait systématiquement. Je pense qu'il ne faut plus le faire maintenant. C'est traumatisant pour l'enfant. Quand on ne sait pas le faire, ça n'apporte absolument aucun renseignement. Alors que l'examen proctologique, simplement regarder l'anus, ça permet de voir si oui ou non il y a des anomalies. Première chose, on regarde si c'est sale ou si c'est pas sale. Ça permet de savoir si l'enfant a une encopresie. Deuxième chose, en déplissant bien l'anus, on peut regarder s'il y a des fissures anales. Et troisième chose, on peut regarder si par hasard, il n'y a pas un anus antéposé, c'est-à-dire un anus qui se trouve un petit peu trop en avant. Et normalement, l'anus est à une certaine distance de la vulve ou du scrotum. Et si l'anus est trop en avant, ça veut dire que le canal anal est trop incliné vers l'avant. Et lors de la poussée pour éliminer les selles, au lieu que les selles aillent dans l'axe du canal anal, elles vont aller vers l'arrière. Et donc l'enfant va pousser, ne pourra pas éliminer parce que l'anus est trop en avant. Et donc, il faut regarder si on a cette antéposition de l'anus. Alors, quand on regarde l'anus de l'enfant, on va regarder, entre autres, certaines complications et on va revoir plus précisément ces constipations qu'on peut voir chez l'enfant. Alors, vous avez ici la première constipation qu'il faut regarder, c'est l'existence d'une fissure anale. Vous avez ici une fissure anale qui est bien visible. Regardez, vous avez ici de la muqueuse normale. On voit, oui, on voit à peu près. Vous avez ici de la muqueuse anale. C'est une muqueuse qui est un peu plus sombre, qui est malpighienne, kératinisée. Et vous voyez que vous avez ici une fissure, c'est-à-dire une espèce de petite déchirure longitudinale, ici surmontée par un petit chapeau de muqueuse ou un petit chapeau de chair, si vous voulez, qui remonte au-dessus de la fissure. Et ceci, il faut absolument, cet aspect, il faut bien le reconnaître. Vous avez ici la fissure, vous la voyez bien. Vous verrez plus tard, lorsque vous examinerez des enfants, que quelquefois la maman vous dit, ou le papa vous dit, que l'enfant a probablement eu des fissures, mais qu'ils n'en sont pas sûrs. Et quand vous regardez l'anus d'un enfant, si vous voyez pas de fissure, mais que vous voyez à cet endroit-là ou à un autre endroit ce qu'on appelle un bourgeon charnu, c'est-à-dire un repli qui est un peu trop important par rapport aux autres, eh bien ça veut dire qu'il y a eu une fissure avant et que cette fissure, en cicatrisant, a déclenché ce bourgeon charnu. Un anus normal chez l'enfant, c'est un anus qui est comme ça, très régulier, il n'y a absolument aucune anomalie, les plis sont réguliers, il n'y a rien qui dépasse. Il n'y a pas d'espèce de bourgeon qui dépasse sur l'un des plis. Et si vous avez un bourgeon qui dépasse sur l'un des plis, ça veut dire que vous avez une fissure et que cette fissure a cicatrisé, entraînant une espèce de cicatrice kéloïde dessus. Et ça vous permet de reconnaître à distance le fait que l'enfant avait une fissure à cet endroit-là. Vous avez un autre aspect qu'il faut savoir reconnaître lorsque vous cherchez, vous analysez l'enfant, c'est l'anite. Anite, ça veut dire une inflammation de l'anus. Vous avez ici une photo d'une anite inflammatoire. Alors c'est un phénomène qui est assez fréquent. Vous avez une surinfection de la marge anale par du strepto B hémolytique. Et ce strepto B hémolytique entraîne une anite, c'est-à-dire une inflammation, comme vous la voyez ici. Et ceci nécessite un traitement local par antiseptique
également par une pommade antiseptique et puis quelquefois un traitement par antibiotique. Cette anite est extrêmement douloureuse et vous savez que dès que c'est douloureux au niveau de l'anus, eh bien, ça fait globalement très mal. Et si un enfant déclenche une anite, il a tellement mal lorsqu'il va à la selle qu'il va se retenir et c'est ça qui va déclencher la constipation. Et dans ces cas-là, la seule solution pour traiter la constipation, c'est de traiter cette anite. Autre complication, c'est le fécalome, c'est-à-dire la présence dans le côlon d'une masse très importante que vous voyez ici. Alors vous la reconnaissez, cette masse, quand vous avez l'habitude en faisant la palpation abdominale, parce que ça peut remonter relativement haut, ou bien vous pouvez la voir lorsque vous faites une radio d'abdomen sans préparation, de face, simple. Vous avez, au lieu d'avoir un anus quasiment invisible, un rectum quasiment invisible, vous avez ici une masse qui est importante. Vous voyez qu'il y a une quantité importante de matière à l'intérieur. Et vous imaginez assez bien que si cette masse est dure, elle est absolument impossible à émettre par l'enfant. Et c'est donc l'une des complications importantes, car l'enfant, ayant cette masse dans le rectum, il ne peut pas s'en dégager et seul un lavement peut finir par aboutir à la guérison. Une autre complication, c'est le prolapsus anal. Alors vous avez ici une photo de prolapsus anal. L'enfant va à la selle, pousse, comme il pousse beaucoup, il va pousser tellement qu'une partie du rectum va sortir de l'anus. Et vous avez donc ici de la muqueuse rectale que vous voyez qui est sortie de l'anus. Ça peut être même plus long que ça peut faire tout un tube qui sort de l'anus. Et les parents, malheureusement, quand ils ont ça, ils ont l'habitude, ils savent remettre l'anus, le prolapsus à l'intérieur de la cavité rectale. Et si on veut traiter ça, il faut vraiment traiter de façon telle que l'enfant puisse aller à la selle de façon facile. Et enfin, vous avez ce phénomène dont on a parlé, qui est l'encoprésie, c'est-à-dire les pertes incontrôlables, le fait que l'enfant n'aille pas à la selle, que ça déborde. Comme ça déborde, il en a dans la culotte, et comme ce sont des selles qui datent de 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, ce sont des selles qui sont extrêmement putrides, donc l'enfant sent extrêmement mauvais, et c'est une des raisons pour lesquelles les enfants qui ont ce type de problème sont totalement rejetés par la communauté. Et enfin, vous avez une complication qui est probablement plus fréquente chez l'adulte que chez l'enfant, qui est ce qu'on appelle le volvulus sigmoïde. Vous savez que le sigmoïde, que le côlon a une forme assez particulière. Vous avez le cécum, ensuite le côlon droit, le transverse, le côlon gauche, et puis vous avez une boucle sigmoïdienne. Et vous avez de temps en temps, lorsque vous avez une rétention de matière trop importante, le sigmoïde qui, au lieu de rester sur lui-même comme ça, se volvule, c'est-à-dire qu'il se tord sur lui-même en raison de la présence de matière fécale à l'intérieur. Et donc, s'il se tord sur lui-même, il n'arrive plus du tout à exonérer. C'est exactement lorsque vous prenez un ballon de baudruche, que vous le gonflez et que vous le tordez sur lui-même, vous voyez bien que vous avez une impossibilité d'évacuation de l'air, et c'est exactement la même chose pour le côlon. Alors, les examens complémentaires qu'on fait dans ces cas-là, ce sont la radio d'abdomen sans préparation, on l'a vu, et la manométrie anorectale. Malheureusement, je m'aperçois que je vais, comme d'habitude, un peu trop lentement. La constipation, c'est la recherche de matière au niveau de l'ensemble du cadre colique. Vous voyez, vous reconnaissez le cadre colique ici, le côlon droit, le côlon transverse, l'angle gauche relativement haut, et puis ici le sigmoïde. Et vous avez ici cet aspect de rétention que vous reconnaissez bien parce que vous voyez que c'est à la fois blanc et avec des petites taches noires. C'est un aspect granuleux qui correspond à une accumulation de matière. Le fécalome, il peut être encore plus important. Vous voyez ici, par exemple, chez un enfant, petit enfant, vous voyez la rétention de matière qui se développe ici au niveau de la partie terminale du côlon avec une rétention de gaz au-dessus. Comment traiter cette constipation? Eh bien, on la traite par la diététique, on rééquilibre le régime, on donne de l'eau minéralisée, l'eau départ. C'est une technique très française mais qui marche bien parce qu'elle est pleine de magnésium. On essaye d'introduire des fibres dans l'alimentation, mais souvent c'est un peu difficile.
Et puis, on donne surtout des médicaments, car on dispose maintenant de médicaments qui sont efficaces. Autrefois, on n'avait pas de médicaments efficaces, on n'avait que des médicaments qui étaient d'origine végétale et qui étaient dangereux, tandis que les médicaments qu'on donne maintenant ne sont pas dangereux. Vous en avez deux sortes, il faut bien les connaître, le lactulose ou le PEG, polyéthylène glycol, ou macrogol. Le nom commercial, c'est Forlax, je crois que c'est le plus vendu, vous avez d'autres aussi. Et ces médicaments peuvent être utilisés au long terme, sans problème, sans constipation, ils ne sont pas absorbés et ils ont un effet sur la constipation qui est très efficace. Alors on va parler maintenant de cette maladie de Hirschsprung dont je vous avais parlé tout à l'heure. Cette maladie de Hirschsprung, c'est une anomalie congénitale du développement des cellules neuroganglionnaires. Vous avez appris qu'il y avait dans le tube digestif, quand vous étiez en P1, les plexus de Meissner et d'Auerbach. Ces plexus de Meissner et d'Auerbach qui sont présents dans la paroi digestive, ils permettent à l'intestin de progresser et vous avez des maladies au cours de laquelle, une maladie au cours de laquelle, la maladie de Hirschsprung, au cours de laquelle vous avez une absence de progression de ces cellules nerveuses au cours de l'embryogénèse. Ça s'arrête au bout d'un certain niveau. Et donc vous avez une absence de ces plexus de Meissner et d'Auerbach du côlon dans la partie basse du côlon. C'est assez fréquent, 1 sur 5000 naissances. On ne fait pas le diagnostic avant la naissance, donc on diagnostique ça lorsque l'enfant naît. C'est surtout le garçon. Il y a des formes familiales. On connaît maintenant la génétique de cette maladie et c'est en général un diagnostic assez précoce. Ce diagnostic précoce, il est fait en période néonatale en général. Regardez le côlon normal et regardez le côlon lorsqu'il y a une maladie de Hirschsprung. Lorsque vous avez une maladie de Hirschsprung, vous avez dans la partie terminale du côlon une absence de relaxation du côlon. Et il faut, pour comprendre ça, c'est assez simple, la fibre musculaire lisse est spontanément en contraction, elle n'est pas en relaxation. Lorsque le nerf interagit avec la fibre musculaire lisse, c'est pour entraîner une relaxation et non pas une contraction. Et donc, si vous n'avez pas d'innervation concomitante, eh bien la fibre, elle est en contraction permanente. Et cette contraction permanente fait que c'est fermé. Comme c'est fermé, eh bien ça ne passe pas. Vous voyez ici le lavement baryté qui vous montre un calibre normal ici. Ici, vous avez la limite de la maladie de Hirschsprung et vous avez cette maladie de Hirschsprung qui s'étend de là jusque là. Ici, vous avez une radio qui vous montre que lorsque vous avez cette maladie de Hirschsprung, vous avez une distension aérique qui est très importante. Et lorsqu'un enfant naît et qu'on voit qu'il a l'abdomen ballonné, c'est la première des choses qu'on regarde, s'il a du gaz dans l'abdomen, et le premier diagnostic qu'on envisage, c'est cette maladie de Hirschsprung. Vous avez ici un exemple chirurgical de maladie de Hirschsprung. Vous voyez, l'enfant est en train d'être opéré, vous avez une distension colique ici, et à cet endroit-là, au contraire, vous avez un intestin qui est spasmé, parce que vous avez une absence de ces plexus nerveux de Meissner et d'Auerbach. Le ballonnement, voilà, un enfant nouveau-né, normalement, il a un abdomen qui est plat, et là, il a un abdomen qui est distendu, un ombilic qui ressort. C'est une maladie de Hirschsprung. Quelquefois, on fait le diagnostic plus tard, quand la maladie de Hirschsprung est limitée à la partie terminale du rectum, et c'est un enfant qui a une constipation, qui est fréquemment hypotrophique, qui est ballonné. Et cet enfant, on va finir par imaginer qu'il a une maladie de Hirschsprung et on va finir par lui faire l'examen qui va permettre le diagnostic. On voit même quelquefois un diagnostic de maladie de Hirschsprung fait chez l'adulte, chez des sujets qui ont eu une espèce de constipation latente mal explorée lorsqu'ils étaient petits. Alors cette maladie de Hirschsprung, on la diagnostique par la manométrie anorectale. On a vu tout à l'heure le fonctionnement neurologique du rectum et de l'anus. Eh bien, on va analyser ce fonctionnement neurologique du rectum et de l'anus en recherchant ce qu'on appelle le réflexe recto-anal inhibiteur. Réflexe recto-anal inhibiteur, on l'analyse avec la sonde qui est inventée par le docteur Aran à l'hôpital Necker. Vous avez ici une sonde, vous avez ici un petit ballonnet qui va aller dans le rectum, qu'on va gonfler, et ici deux petits ballonnets qui vont permettre de mesurer les pressions au niveau du sphincter interne et au niveau du sphincter externe de l'anus. Ce ballonnet, ils sont reliés à des capteurs de pression, à des enregistreurs de pression, et on regarde ce qui se passe lorsqu'on induit une
simulation de la présence de matière dans le rectum en gonflant le petit ballonnet qui se trouve au niveau du rectum. Chez un sujet normal, lorsque vous gonflez le ballonnet, vous avez une petite augmentation de pression, peu importante parce que le rectum il est relativement large et souple. Et dans le même temps, vous avez ce réflexe qui apparaît ici, la relaxation du sphincter interne avec une petite augmentation de pression du sphincter externe. Lorsque vous avez une maladie de Hirschsprung, vous avez une augmentation de pression qui n'entraîne pas de relaxation, mais qui entraîne une augmentation de pression également. Ceci est le réflexe recto-anal inhibiteur. Vous augmentez ici, ça diminue ici. Recto-anal inhibiteur, RRAI. Et c'est cette absence de réflexe recto-anal inhibiteur qui est la preuve de la maladie de Hirschsprung. Une autre façon de faire le diagnostic, c'est d'utiliser une biopsie. On utilise pour ça des sondes spéciales qui s'appellent la canule de Noblet ou de Cheillet. Et on regarde au niveau, on fait un prélèvement de la muqueuse rectale et on regarde au niveau de la muqueuse rectale si oui ou non on a des plexus, des cellules nerveuses. Alors vous savez que quand dans l'intestin, vous avez des cellules nerveuses dont on reconnaît les corps cellulaires avec des petits filets nerveux qui vont de l'un à l'autre. En fait, toutes ces cellules nerveuses sont connectées. Si vous avez des cellules nerveuses, eh bien, ces cellules nerveuses, elles sont connectées par des filets nerveux qui ne sont pas visibles à la microscopie et on voit simplement les cellules nerveuses. Si vous avez une maladie du Hirschsprung, les cellules nerveuses ne sont pas là et du coup, les fibres musculaires qui viennent de l'extérieur de la moelle qui sont là pour rencontrer les plexus de Meissner et d'Auerbach, ces cellules ne trouvant pas les plexus de Meissner et d'Auerbach augmentent de volume et deviennent extrêmement visibles. Comme vous le voyez ici, vous avez dans cette maladie de Hirschsprung une absence des cellules nerveuses, mais une augmentation de visibilité des fibres nerveuses. Et donc l'absence des cellules avec augmentation de visibilité des fibres est le diagnostic de maladie de Hirschsprung. Alors voilà, comment est-ce qu'on opère ces enfants? Eh bien, plusieurs techniques. Et la technique qui est la plus fréquemment utilisée chez l'enfant, ce n'est pas une question qui vous sera posée, mais vous pouvez simplement le savoir. C'est une technique qui a été mise au point par un chirurgien français, technique dite de Duhamel. On prend l'intestin, on le coupe ici, on coupe l'intestin à l'endroit où il n'est plus sain, et puis on retire cette partie-là, vous voyez, on retire ça et ça, on prend l'intestin sain, et l'intestin qui est sain, on vient l'aboucher ici à la partie postérieure du rectum. On ouvre le rectum et puis on vient aboucher à la partie postérieure du rectum, de telle sorte que le rectum qui était jusque-là non moteur, puisqu'il n'y avait pas de fibre musculaire, il devient moteur puisque une partie du rectum, du côlon qui est motrice, elle, vient se mettre à l'endroit où se trouve le rectum. Et c'est une technique qui marche bien. Les enfants, par la suite, ils sont en forme, ils n'ont pas de problème, ils n'ont pas de problème de rétention ou de problème d'encoprésie. Quand l'opération est bien faite, ça fonctionne bien. Voilà pour la constipation de l'enfant. On va pas... Oui, vous auriez dû me le dire avant. Oui. Bon, ben là, ça enregistre. Ne vous inquiétez pas, les trucs qui peuvent tomber, c'est juste après. Donc, vous avez, je redis, nécessité d'un diagnostic précis, nécessité d'éviter les coûts inutiles et nécessité d'éviter les hospitalisations inutiles. Alors, comment va-t-on s'orienter? Eh bien, on va s'orienter en fonction de l'âge de l'enfant. L'âge de l'enfant est très important. La pathologie n'est pas la même selon l'âge de l'enfant. On va s'orienter naturellement selon le sexe de l'enfant. Et si c'est une pathologie gynécologique, naturellement, ce n'est pas quelque chose qu'on va voir chez le garçon. On va regarder si c'est récent, aigu ou au contraire.